Bonsoir à toutes les personnes qui accordent leur attention à ce direct. Bonsoir, Président. Une première question de Laurent. Les États-Unis affirment défendre le droit international humanitaire et condamner fermement les attaques contre des civils. Pourtant, leur propre histoire comporte des épisodes où ils ont eux-mêmes frappé massivement des populations civiles, comme à Hiroshima et Nagasaki en 1945, ou encore lors des bombardements incendiaires sur Tokyo. Comment expliquez-vous ce double standard et selon vous, en quoi cela affecte-t-il aujourd'hui leur crédibilité morale et politique sur la scène internationale? Alors, il y a beaucoup de questions à la fois là-dedans. Il y a la question, je voulais en dire un mot, ça va me fournir l'occasion d'en dire un mot. Il y a la question de Hiroshima et de Nagasaki. Il y a la question des bombardements, d'autres bombardements extraordinairement meurtriers pendant la Seconde Guerre mondiale. Effectivement, le bombardement de Tokyo. Mais aussi le bombardement de Dresde, et puis aussi, il ne faut pas l'oublier, le bombardement d'un certain nombre de villes françaises, comme Saint-Lô, Cherbourg, Brest, qui ont été quand même ravagées par les Alliés. Donc ça, c'est un sujet en soi. Il y a un autre sujet dans la question, c'est le comportement des États-Unis d'Amérique. Alors le premier sujet, je vais me focaliser, puisque effectivement, je l'avais annoncé la semaine dernière d'ailleurs, sur une date anniversaire aujourd'hui. C'est le 80e anniversaire jour pour jour du bombardement de Hiroshima. Hiroshima, ça veut dire Hiro, ça veut dire large, et Shima, c'est une île. En fait, c'est le détroit, c'est au delta d'une rivière qui tombe dans la Setonaikai, dans la mer intérieure au Japon. Eh bien, il y a sur une île la ville a commencé à prendre pied, si je veux dire, à se développer à partir d'une île qui était sur ce delta. Cette ville avait été choisie donc le 6 août 1945 par les Américains pour casser le Japon définitivement, parce que je rappelle que le 9 mai 1945, les Allemands avaient signé la capitulation sans condition. En revanche, les Japonais, non. Et les Japonais, ça c'est un trait de l'histoire important à connaître, c'est le Japon n'avait jamais été envahi au cours de son histoire. Bon, puisqu'il y avait eu... D'abord, le Japon, c'est le seul pays au monde, je crois, dont on connaît à peu près parfaitement la naissance, c'est-à-dire que ce sont des populations venues de l'actuelle Mongolie, de l'Asie des steppes, de l'Asie centrale, qui sont passées par la péninsule coréenne avant l'ère du Christ, et qui sont passées par le détroit de Tsushima, qu'à l'époque on pouvait franchir à pied d'ailleurs. Maintenant, c'est des hauts fonds qui font 10 à 15 mètres ou 20 mètres de fond. Mais à l'époque, on pouvait passer à pied, donc depuis le sud de la Corée jusqu'au Japon. Et puis, le peuple qui s'était installé là avait trouvé un pays à nul autre pareil. Mais enfin, je ne vais pas ici parler du Japon, sinon j'en aurais pour des heures. Mais ce peuple avait réussi à maintenir sa souveraineté, son indépendance, en particulier avec deux très fameux épisodes qui ont eu lieu au XIIIe siècle, vers 1215 et 1280, lorsque d'une part Gengis Khan et d'autre part son petit-fils Kubilai Khan ont essayé l'un après l'autre d'envahir le Japon. Et dans un cas comme dans l'autre, ils venaient donc de Chine, c'était sous la dynastie des Yuan, c'est-à-dire la dynastie mongole. Dans un cas comme dans l'autre, ils ont essayé d'envahir le Japon, et dans un cas comme dans l'autre, il s'est produit un prodige qui est resté extrêmement célèbre dans l'histoire japonaise, c'est qu'il y a eu un grand vent, Taifu, c'est ce qui a donné son nom au typhon, qui s'est levé et qui a détruit la flotte sino-mongole qui devait envahir la sacro-sainte terre de Yamato, comme on l'appelait jadis, la terre du Japon. Et dans la mentalité japonaise, c'est quelque chose d'important, puisque les Japonais étaient convaincus que le Japon était protégé des kami, c'est-à-dire des esprits, des dieux, était protégé justement de l'étranger. Et les kami, c'est ce qu'on appelle donc ça se prononce kami ou shin selon la prononciation. Il y a deux, parfois pour un certain nombre de caractères chinois, il y a deux prononciations en japonais. Mais je ne vais pas ici m'entrer là-dedans. Enfin, en gros, les esprits en japonais c'est kami et le vent c'est kaze. Et on a appelé ce Taifu, ce grand vent qui a balayé la flotte de Gengis Khan vers 1215 et la flotte de son petit-fils Kubilai Khan vers 1280, on a appelé ça le kamikaze, c'est-à-dire le vent divin. Le vent divin qui protégeait la sacro-sainte terre de Yamato. Alors tout ça nous mène en 1945
lorsque les Allemands ont capitulé le 9 mai, les Japonais ont continué à se battre. Puisque ça fait partie du Bushido, c'est-à-dire de la voie du guerrier, le code d'honneur des samouraïs, c'est qu'on ne capitule jamais. Soit on se bat jusqu'à la mort, et éventuellement, si on est battu, eh bien, au lieu de se rendre, on se fait, non pas harakiri, puisque c'est un mot qui n'existe pas en japonais, on se fait seppuku, c'est-à-dire qu'on se tranche le ventre dans ce sens, puis en remontant avec un sabre. Et donc, il y a eu dans l'entourage de Hirohito, de l'empereur japonais de l'époque, et d'amiral Tojo, et donc de la clique militariste qui avait mis la main sur le Japon. Notez bien d'ailleurs qu'on ne sait jamais très bien qui dirigeait le Japon à cette époque. C'est pas du tout comme en Occident. En Occident, on sait très bien qu'il y avait Adolf Hitler, et qu'il y avait Mussolini, qu'il y avait Franco, qu'il y avait le régent Horthy, qu'il y avait Churchill, etc. Donc c'est vraiment des personnalités. Au Japon, à part l'empereur du Japon, mais qui est d'essence divine dans la pensée japonaise traditionnelle, le Premier ministre, les principaux acteurs, en fait, c'était une décision collective. Et donc la décision collective a été de continuer à se battre jusqu'au bout. Or, face à ça, les Américains qui ne donnaient pas dans la dentelle, on est à l'époque notamment comment il s'appelle, MacArthur, le général MacArthur, qui est le général américain. On est à la fin de Roosevelt qui meurt le 12 avril et ensuite donc de Harry Truman. C'est Harry Truman qui décidera d'envoyer la bombe atomique. Eh bien, les Américains en ont par-dessus la tête. Ils veulent terminer la guerre et ils vont faire en effet ce que cite cet internaute à juste titre. Ils vont faire une des pires horreurs du XXe siècle, qui n'est pas très connue. C'est le bombardement de Tokyo avec des bombes incendiaires. Tokyo, c'est la plus grande ville du Japon, qui était essentiellement constituée de maisons de bois et de papier et sur lesquelles on a envoyé des bombes au phosphore, des bombes incendiaires. Voilà, pendant toute une nuit. On estime, je dis de mémoire, mais on estime qu'il y a eu 230 000 morts à Tokyo en un seul bombardement. Là, ça rappelle, dans un autre contexte, le bombardement de Dresde en Allemagne, où il y a eu également des dizaines et dizaines de milliers de morts. C'était un peu des actes de vengeance pure, parce que la guerre en Allemagne était quasiment terminée. Et donc, si c'était pas les Américains qui avaient gagné la guerre, on aurait considéré que c'était des crimes de guerre de faire ça contre des populations civiles, alors que le conflit était quasiment en voie d'être terminé. Bon, les autorités américaines ont utilisé l'argument « oui, mais ça nous a permis d'accélérer la fin du conflit, etc. » Bref, il y a eu donc le bombardement de Tokyo, et comme ça ne suffisait pas, eh bien, il y avait entre-temps un savant qui s'appelait Oppenheimer, qui, bénéficiant d'un certain nombre de travaux, dont ceux d'Einstein, a été le père de la bombe atomique américaine. Et donc, dans le désert du Nevada, je crois, ou de l'Utah, il y a eu secrètement, les Américains ont préparé une bombe tout à fait nouvelle, une bombe atomique. Et Harry Truman a décidé d'envoyer ça sur des populations civiles. C'était le 6 août 1945 à 8h15 du matin. Donc cette bombe, pourquoi Hiroshima? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un site assez plat entouré d'un amphithéâtre de collines, donc ça permettait de voir, c'est assez ignoble en fait, comme type de réflexion, de voir quels étaient l'impact de cette bombe sur une population civile désarmée et sur un contexte urbain. Et donc la bombe est tombée, elle a explosé à, je crois, à quelque chose comme 600 mètres de hauteur, 2 fois la hauteur de la Tour Eiffel. C'est pas une bombe qui explose en touchant le sol, c'est une bombe qui a explosé au-dessus donc de la ville, et ça a instantanément irradié et brûlé 90% de la ville, a été instantanément détruite. Et on estime qu'il y a eu sur le coup 70 à 80 000 morts immédiats dans les quelques minutes qui ont suivi, avec des photos épouvantables, des récits épouvantables de gens qui étaient aveuglés, qui avaient la peau des membres qui leur tombaient des membres, des gens qui ont été complètement vaporisés d'ailleurs aussi par l'explosion. Il y a ces photos célèbres, je crois, où on ne voit plus qu'une ombre de quelqu'un qui est sur une échelle. Et puis on estime qu'il y a eu à peu près 50 000 morts au cours des semaines, des mois et des années qui ont suivi, victimes des radiations, de telle sorte qu'on estime que cette bombe nucléaire a fait à elle seule, en une seule bombe, 140 000 morts. C'est-à-dire moins
que le bombardement par les bombes au phosphore sur la ville de Tokyo, mais un bilan pour une seule bombe qui était du jamais vu. Voilà. Et ça a été évidemment la consternation dans le gouvernement japonais à Tokyo. Et il y a eu donc deux écoles qui se sont développées autour des conseillers du gouvernement, de l'équipe gouvernementale, et avec l'empereur. Il y a ceux qui ont dit il faut capituler. Hein. Et d'autres qui ont dit jamais un Japonais dans l'histoire n'a capitulé et nous allons nous battre jusqu'au bout. Et il y avait donc toute une pensée parmi les dirigeants qui préféraient que l'ensemble du Japon soit éradiqué de la surface de la Terre, que tout le peuple japonais meure plutôt que de se rendre. Une espèce de jusqu'au-boutisme, une espèce de fanatisme un peu romantique, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs certaines folies nazies. Pendant qu'il y avait ces conversations et que ça ne débouchait pas, Harry Truman a décidé d'envoyer une deuxième bombe, cette fois-ci qu'il a fait envoyer sur Nagasaki. Donc Nagasaki, c'est dans l'île de Kyushu. Et c'était particulièrement cruel et peut-être mal choisi, si l'on peut dire, puisque l'idée, c'était là aussi d'avoir quelque chose. C'était dans un amphithéâtre de collines. Le problème, c'est que la bombe atomique, c'est pas thermonucléaire, c'est une bombe atomique simple, une bombe A, pas une bombe H, qui a été envoyée le 9 août 1945, est tombée sur le quartier chrétien de Nagasaki, c'est-à-dire la quasi-totalité des maigres troupes qui restaient du christianisme, puisque le Japon s'était refermé avec l'ère Tokugawa sur le christianisme. Ils avaient chassé les Espagnols, ils ne pouvaient plus avoir de contact avec les Occidentaux, sauf avec un tout petit îlot où était toléré 2 fois par an un navire venant des Pays-Bas. Il y avait donc eu un début du christianisme au Japon qui avait ensuite été martyrisé, mais il y avait donc un christianisme local et les Américains, avec leurs bombes, ont peut-être décimé à la moitié ou 70% de ce qui restait des chrétiens du Japon. Lorsqu'il y a eu cette deuxième bombe, l'histoire dit, je ne sais pas si c'est vrai, les livres sont, il faut les croire. On dit que c'est l'empereur Hirohito qui lui-même aurait imposé la capitulation. Il a donc pris la parole. Il a parlé à la radio, ce qui a été un événement assez extraordinaire parce que jamais le peuple japonais n'avait entendu l'empereur parler. Il a employé un langage de la cour de Heian, de la cour de Kyoto, qui remontait au XIe, XIe siècle, donc que les Japonais ne comprenaient pas très bien. Ils ont vaguement compris ce dont il s'agissait, mais c'était une formule très hiératique, puis c'est quand même un dieu vivant à l'époque. Et Hirohito a eu cette formule extraordinaire. Il faut accepter l'inacceptable. Donc le Japon a capitulé à cette occasion, ce qui permet aux Américains de dire finalement, avec ces 2 bombes atomiques, nous avons écourté le conflit qui aurait pu encore durer des semaines et des semaines en faisant certainement plus de morts. Ça, c'est l'argumentation des Américains. Mais il y a une argumentation inverse qui est de dire de toute façon le Japon était déjà complètement fini. C'est un petit peu comme l'Ukraine aujourd'hui. C'est-à-dire, on sait bien qu'il y a plus de ressources. Le Japon était exsangue. Il était tellement exsangue que pour éviter l'invasion des porte-avions américains qui arrivaient, le gouvernement japonais avait inventé. Vous savez, vous avez certainement entendu parler de ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il a inventé un terme, enfin il n'a pas inventé, il a repris le terme historique de kamikaze, le vent divin qui avait protégé la sacro-sainte terre de Yamato au XIIIe siècle. Il a appelé ainsi des jeunes soldats, des jeunes aviateurs, qu'il a appelés des kamikazes, ce que j'ai passé dans le langage courant, on appelle ça un kamikaze. C'est un mot d'origine japonaise, on n'en sait pas, en général, les Français n'en connaissent pas l'origine. Et pour aller avec un avion, ils mettaient du kérosène dans un petit avion uniquement aller, et l'objectif était d'aller se jeter sur les croiseurs ou les navires de l'armée américaine qui arrivaient pour envahir le Japon. Il y a eu des dégâts, il y a eu quand même un certain nombre de navires qui ont été profondément endommagés. Et évidemment, c'était des jeunes gens qu'on envoyait à la mort. Voilà. C'était le fabuleux suicide. C'était une mentalité très japonaise. Et on les a appelés les kamikazes. Bref, voilà l'histoire. L'histoire retient quand même que les Américains n'ont pas fait dans la dentelle et ils n'ont pas hésité en fait à envoyer sur des populations civiles des armées, parce que
Certes, Hiroshima, c'était une ville de garnison, mais bon, il y a essentiellement des femmes, des enfants, des personnes âgées qui ont été pulvérisées dans cette explosion. Et on ne peut pas ne pas s'empêcher de penser qu'il y avait quand même une volonté de racisme derrière, enfin, ou un racisme latent derrière, parce que pourquoi est-ce que les Américains n'ont pas utilisé des bombes atomiques sur l'Allemagne? Pourquoi ils n'ont pas envoyé une bombe atomique sur Dresde, par exemple? Et pourquoi ils ont envoyé une bombe atomique sur le Japon? Probablement parce qu'il y avait une espèce de solidarité raciale à l'époque qui ne dit pas son nom, mais qui était bien présente. Alors ça a été un changement complet, vous savez, dans l'histoire du Japon. Le Japon, à ce moment-là, a complètement basculé. Il a signé, il y a une reddition sans condition qui a été signée à bord je crois que c'était le croiseur Missouri, le 2 septembre 1945, ce qui clôture la Seconde Guerre mondiale. Alors moi, je vous raconte ça parce que c'est important. Aujourd'hui, c'est quand même le 80e anniversaire de cette horreur. Si vous avez l'occasion dans votre vie, je trouve qu'il y a quelques endroits du monde qui sont quand même très, très impressionnants, qui sont bouleversants, assez émouvants. J'en citerai 4 où je suis allé dans les 4. Et à chaque fois, justement, on y mesure la folie des hommes, la folie de l'histoire, et à quel point il faut toujours, en toute hypothèse, essayer de calmer le jeu, de ne pas monter aux extrêmes, voilà, de ne pas se laisser enflammer. Donc les endroits que je vous recommande au cours d'une espèce de pèlerinage mondial, si vous voulez, sur la folie des hommes. Si vous êtes en France, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais je vous conseille vraiment d'aller sur le site de Verdun, d'aller à Verdun, de voir notamment l'ossuaire de Douaumont et de voir les centaines, les milliers de tombes de jeunes soldats qui sont morts pour la France. Vous aurez d'ailleurs l'occasion d'y voir tout un carré avec des tombes musulmanes, parce qu'il ne faut pas oublier l'apport des troupes coloniales. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je n'oublie pas. Il y a eu énormément de troupes coloniales, d'Algériens, de Sénégalais, etc., qui sont morts pour la France entre les années 14-18 et notamment à Verdun, notamment sur le chemin des Dames, etc. Donc, qui sont dans les enclos sacré, où il y a une atmosphère très très pesante à Douaumont. Douaumont, c'est un ossuaire qui a été construit, je crois, en 1923, après la Première Guerre mondiale, bien entendu. Et puis je vous conseille aussi, si vous faites ce pèlerinage, d'aller voir la voie sacrée par laquelle étaient approvisionnées donc les troupes qui faisaient face aux troupes allemandes dans cette guerre de tranchées qui est une horreur absolue, qui a bouleversé pour toujours, d'ailleurs, l'histoire de France. Et il faut aller voir, si vous en avez le temps, mais vraiment prenez le temps, allez voir les villages morts pour la France, puisqu'il y a eu, je ne me rappelle plus combien, il y en a 7, 8, 9, peut-être 10 villages qui ont été entièrement détruits par des bombardements, qui ont été pilonnés pendant des mois et des mois et des mois, 1915, 1916, etc., dans cette guerre d'attrition, cette guerre de tranchées l'un contre l'autre. Et les bombardements ont complètement ravagé le sol. Donc vous voyez, c'est plutôt dans une forêt, mais le sol, ce ne sont plus que des cratères. Et après l'armistice, le 11 novembre 1918, il a été décidé qu'il y avait donc des villages qui avaient été... En fait, tout avait été détruit. Il ne restait plus que des cratères. Mais la République a décidé d'honorer ces villages et les gens qui étaient morts là-dedans par le titre de village, donc je crois mort pour la France. Alors c'est une curiosité administrative. Ces communautés existent toujours. Il y a toujours un conseil municipal qui est nommé par le préfet et qui, évidemment, se contente de gérer des problèmes de voirie, des problèmes... Parce qu'il y a toujours les panneaux, quand on est sur la route, il y a les panneaux, on entre dans un village mort pour la France, puis on voit un spectacle d'extrême désolation. Même 100 ans, 110 ans après, c'est très impressionnant, franchement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir. Et un deuxième site où je suis allé, où aussi je pense que tout le monde devrait pouvoir aller à un moment ou à un autre, c'est évidemment le site d'Auschwitz, Auschwitz-Birkenau en Pologne. Ça s'écrit Oświęcim en polonais actuel. C'est dans le sud de la Pologne, c'est pas très loin de Cracovie. Et bon, bah là, tout le monde sait de quoi il s'agit, mais c'est vraiment là aussi un site très impressionnant.
d'imaginer la souffrance de tous les déportés qui ont été là, évidemment, la Shoah, le génocide des Juifs, mais pas seulement qu'eux, et également les tziganes, les communistes, les slaves, les homosexuels, enfin toutes les personnes qui ne convenaient pas au Troisième Reich. Et vraiment, on peut dire tout ce qu'on veut, mais aller sur place, c'est quand même quelque chose de très, très émouvant. Et puis il y a donc un troisième site, eh bien c'est Hiroshima, où je suis allé. C'est un peu moins impressionnant peut-être parce que la vie a repris, donc c'est une ville très moderne. Mais il a été conservé, le bâtiment qui était l'observatoire, qui je crois a été construit par des Tchèques dans les années 1920-1930, donc avec une tour complètement... c'est quasiment le seul bâtiment qui est resté un tout petit peu debout après la bombe atomique. Il y a une arche, l'arche de la paix, et il y a également un musée, qui est un musée pas très grand, mais qui est évidemment là aussi... très, très, très émouvant. Enfin bon, voilà. Allez vous documenter là-dessus. Je n'ai pas très envie d'en parler, mais c'est quand même impressionnant. Et chaque année, il y a le gouvernement japonais et des autorités du monde entier, des représentants, des ambassadeurs, qui participent à des cérémonies. Donc aujourd'hui, à 8h15 du matin, aujourd'hui, heure du Japon, donc il devait être quelque chose comme 1h15 du matin chez nous. Il y a eu une cérémonie qui a eu lieu à Hiroshima le jour, à l'heure même, à l'heure précise où est tombé, donc lancé par le bombardier Enola Gay, qui était le bombardier qui avait cette bombe. Il y a eu une cérémonie avec le Premier ministre japonais, le gouvernement japonais et un certain nombre d'ambassadeurs, dont l'ambassadeur américain, et qui était là. Et également, comme à chaque fois, mais là ça prenait un relief supplémentaire parce que c'est les 80 ans, il y avait des manifestants qui manifestaient pour l'interdiction totale des armes nucléaires à la surface de la Terre, pour le traité de non-prolifération nucléaire, que d'ailleurs je crois le Japon n'a pas signé. Vous savez que ni les États-Unis ni la Russie n'ont signé le traité de non-prolifération. C'est important, je pense, de rappeler ces événements parce que à une époque où on est quand même certains envisagent froidement qu'il y ait une nouvelle guerre mondiale, une guerre nucléaire. C'est quand même très très important de se rappeler des horreurs absolues que ça représente. Hein. C'est vraiment le triomphe de la mort sur la vie. Voilà. Et puis le quatrième lieu, si vous avez l'occasion d'y aller, qui est également là aussi extrêmement impressionnant, si vous allez un jour au Cambodge, c'est d'aller à Phnom Penh et d'aller visiter, je crois que c'est l'école 23, me semble-t-il, me rappeler, qui était un des centres de torture du temps de la période Khmer Rouge. Je vous ai donné ces différents lieux en fonction par ordre chronologique. Hein. Verdun, c'est 1915. Auschwitz, c'est 1942-45. Hiroshima, Nagasaki, c'est 1945. Tuol Sleng, l'école numéro 2, qui a été transformée en musée du génocide cambodgien, c'est 1975-1979. Voilà. Je clôturerai donc ce topo en vous disant que, voilà, en faisant passer ce message, c'est que nous devons tout faire. Et là, je m'adresse finalement, c'est au-delà de la politique, je m'adresse ici absolument à tout être normalement constitué, pour dire qu'il faut, en toute hypothèse, toujours essayer de calmer le jeu, de ne pas suivre les extrêmes, de respecter le droit international dans tous les domaines, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Palestine, etc., et essayer de faire prévaloir le droit. Et je terminerai en disant qu'aujourd'hui même, on a appris que Serge Witkov, qui est l'envoyé de Trump, est arrivé à Moscou. Il a eu 3 ou 4 heures d'entretien avec notamment Vladimir Poutine, mais pas seulement lui. Après, il est reparti. Donc, d'après les échos de presse, Trump a envoyé un tweet pour se féliciter en disant que ça avait été très intéressant, très prometteur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je commence à avoir un petit peu l'expérience, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais l'expérience de Trump. Trump, c'est quand même quelqu'un qui est... Je l'ai déjà décrit plusieurs fois, c'est un joueur de poker, c'est quelqu'un qui aime avoir un côté bravache, dire des choses extraordinaires. Là, il avait donné un ultimatum à la Russie, c'était, je crois, 45 jours. Il l'avait réduit à 10 jours. Or, 10 jours, ça se termine après-demain, c'est vendredi. Et donc, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et face à cette espèce d'agitation un peu brouillonne de Trump,
eh bien, vous avez une espèce de poisson froid, Vladimir Poutine, qui est totalement équanime, qui ne bouge pas, qui respecte, qui finalement, voilà, c'est un peu pour paraphraser le dicton les chiens aboient, la caravane passe. On pourrait dire Trump aboie, Poutine passe. Voilà. Alors, et ce que je vois en tout cas, c'est qu'il y a des vidéos qui sont sorties. Là, je regardais la télévision où Vitkov a été reçu très aimablement par Poutine devant la télé, qui lui a souhaité un bon séjour en anglais, la bienvenue. Dans cette fameuse pièce, vous savez, où il y avait cette table où Poutine avait humilié Macron à l'extrême en recevant Macron avec une table qui faisait, je sais pas, 15 mètres de long. Donc là, c'est dans la même salle, mais c'était pas du tout la même configuration. Et Poutine a assisté au début des entretiens, mais ensuite ça s'est passé avec son Sherpa, comme on dit, un de ses proches, un de ses collaborateurs, pour traiter avec Serge Vitkov. Est-ce que ça va se traduire par une augmentation brutale des taux des droits de douane, comme l'a laissé entendre Trump? Est-ce que ça va se traduire à la surprise générale par un accord que personne n'a vu venir? Nul ne le sait, mais je crois qu'avec Trump, il faut vraiment s'attendre à tout moment à des renversements de situation. C'est souvent il y a des coups de théâtre. D'ailleurs, Trump, je me faisais cette réflexion hier, c'est quand même quelqu'un d'assez extraordinaire, c'est que tous les jours que Dieu fait, il est question de Trump. Dans le monde entier, tous les jours, il y a un nouveau coup de théâtre, il y a un nouveau scandale, il y a une nouvelle décision qui fait scandale, il y a un nouveau coup de force. C'est assez extraordinaire. Mais mine de rien, petit à petit, il avance ses pions. Là, il est en train de prendre la main sur la réserve fédérale, sur la Federal Reserve Board. Là, il est en train de remanier considérablement la carte électorale qui a été complètement charcutée par les démocrates sous Obama en 2015 pour s'assurer une victoire écrasante, parce que il y a une partie écrasante de la population américaine qui maintenant soutient Trump. Donc avoir une victoire écrasante aux élections de mi-terme de l'année prochaine. Et puis il y a quand même chez Trump, malgré ses côtés fantasques, cette volonté toujours, au bout du compte, eh bien, de calmer le jeu et d'assurer la paix. Je rappelle quand même que sur l'affaire iranienne, il a fait arrêter la guerre entre Israël et l'Iran. Et puis sur l'affaire iranienne, il a bombardé l'Iran, mais suffisamment pour que ça soit crédible qu'il condamnait l'Iran, mais suffisamment peu pour ne pas toucher aux infrastructures nucléaires iraniennes. Voilà. Et il est intervenu comme ça. Et là, on voit qu'il a essayé sur le conflit Vietnam-Cambodge, dont je parlerai dans une autre vidéo. C'est lui qui a quand même fait arrêter rapidement ce qui est un conflit qui dégénérait entre le Vietnam et le Cambodge. Et puis là, il n'a peut-être pas dit son dernier mot. Et peut-être que dans les semaines qui viennent, on va apprendre qu'il y a un accord entre Trump et Poutine. Et en tout cas, Poutine aurait fait savoir qu'il était éventuellement disposé à rencontrer Zelensky, lequel Zelensky a fait feu de tout bois en exigeant que Trump tape du poing sur la table. Je crois que l'ère Zelensky est quand même maintenant de plus en plus un petit peu passée, du moins dans l'esprit des dirigeants américains.